Bon, eh bien, je constate que beaucoup ont préféré rester au chaud. Pourtant il fait beau. Hein? Pourtant il fait beau, il ne pleut pas, Ouais. ni il neige. Quand il fait mauvais, ben, c'est pas ce qu'il fait mauvais. Quand il fait beau, c'est pas ce qu'il fait beau. Quand il fait chaud, c'est pas ce qu'il fait chaud. Non, mais c'est assez épouvantable, même quand on réfléchit à ça, le manque de militantisme des gens de notre bord. Se plaindre, ça, ils savent le faire. Mais militer, apporter leur soutien, et amener des personnes avec eux, etc., aux abonnés absents. Alors, je dois dire que nos milieux, vraiment, ça vaut pas la peine de se battre pour eux. Bon, on se bat pour la cause, bien entendu, mais pour eux, pour des gens qui, en fait, attendent que ça leur tombe tout chaud, alors qu'ils sont bien au chaud, justement, dans leurs petites pantoufles, qui n'ont qu'à ouvrir la télé pour trouver ça. Et j'envisage très sérieusement d'arrêter de mettre sur Internet les conférences. Avantage et inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir réellement et qui me diront que c'est dommage, quoi. À ce moment-là, ils achètent la conférence. Ouais. Qui peut-être... Non, mais vraiment, le manque de militantisme dans nos milieux, mais ça devient invraisemblable. S'ils n'ont pas tout cuit, tout rôti, sans faire le moindre effort dans la gueule, donc d'autant plus, merci à vous qui êtes venus. Merci. Non, vraiment. Et on s'étonne que la droite perde toujours ses combats. Quand ceux qui devraient combattre ne combattent pas, se laissent aller, pas s'étonner. Ouais. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, merci à vous d'être là. Et là encore, je répéterai, essayez de ne pas venir tout seul, venez avec des amis, avec des gens qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas encore compris, pour que je finisse par réaliser ce qui se passe. Donc le sujet de cette conférence aujourd'hui concerne les mensonges de l'histoire. Et parmi eux, alors il y en a beaucoup, les mensonges de l'histoire, mais parmi eux, j'ai voulu, entre autres, détacher la légende de la Libération. Parce que notre monde politique et tous ceux qui suivent l'actualité continuent à vivre sous l'égide de ce mensonge qu'a été la libération, la dite libération. Et donc, je tiens à la restaurer dans sa vérité historique et non pas partisane, gaulliste, comme l'est étalé tous les jours sur Internet. Alors, parmi les faits, il est bon de rappeler, il y en a tellement, mais j'ai pris celui-ci au hasard, ça m'a semblé assez significatif. Le 3 janvier 1945, le comité départemental de libération de Rodez, au sein duquel siégeaient un prêtre et un pasteur, votait à l'unanimité une motion exigeant la condamnation à mort de Pierre Pucheux, qui était un fervent catholique et un patriote. Il était le rédacteur en chef du quotidien régional L'Union catholique et de l'hebdomadaire La Croix de l'Aveyron. Arrêté à son domicile par deux individus en armes, il fut conduit à la prison de Rodez sous l'inculpation de trahison. Son crime, être un fervent admirateur et défenseur du maréchal Pétain. Les mois passèrent, interminables pour le prisonnier, sans qu'aucun jugement le condamne ou le relaxe.
Le 18 août 1944, dans la matinée, des troupes allemandes avaient déjà quitté Rhodes. Les forces françaises de l'intérieur, les FFI, entraient dans la ville, libérées, entre guillemets, et s'installaient dans les casernes. La nuit suivante, les FFI rentrèrent dans la prison et exigèrent que leur soient livrés 3 détenus. Faux, Randem et Verdier. Comme Verdier avait déjà été transféré à la maison centrale de Nîmes, ils en prirent un autre, au hasard, ce fut Pierre Faux. Se rendant compte du sort qui l'attendait, il demanda à voir sa femme et ses enfants. « Tu les as assez vus !» lui répondit le chef, un instituteur communiste qui le fait sortir dans le couloir à coups de crosse. Dehors, il faisait 18 degrés au-dessous de zéro. Les prisonniers étaient alignés, mis en joue. Pierre Faux cria « Vive Dieu, vive la France !» et il tomba. Laissant les 3 corps sur place, leurs assassins repartirent tranquillement, se sachant amnistiés d'avance par l'ordonnance de De Gaulle, puisqu'ils ont agi, entre guillemets, dans l'intérêt de la libération du territoire. Quelle libération du territoire? Les Allemands avaient quitté Rhodes depuis 5 mois. Ils furent ainsi des milliers à être les victimes de cette épuration-révolution qui ensanglata la France au jour sinistre de la libération gaulliste. Dès le 21 août 1943, le journal résistant Combat traçait le double objectif du Comité français de libération nationale d'Alger. Je cite. Refaire la République et faire la véritable révolution. Libération et révolution sont inséparables. Les principes de 1789 n'ont pas encore produit leurs effets. Proféré en septembre 1944, Colin, membre du mouvement républicain populaire, tandis que son chef, le démocrate chrétien Georges Bidault, proférait fièrement que la France allait donner au monde un nouvel exemple, la révolution par la loi. Dans cette logique révolutionnaire, le Comité national de la résistance organisa du 10 au 14 juillet 1945 les États généraux de la Renaissance française. Des cahiers de doléances furent rédigés afin, je cite, de parfaire l'œuvre de 1789. Et un club Saint-Just vit même le jour afin d'obtenir une épuration encore plus sévère. Le chef du gouvernement provisoire, Charles de Gaulle, n'avait-il pas évoqué la nécessité d'une grande révolution pour l'avènement d'une démocratie nouvelle? En fait, il fut le maître d'œuvre de cette révolution de 1944, suite idéologique de la révolution de 1789, par haine de tout ce que le maréchal Pétain avait réalisé depuis 4 ans. Le 18 septembre 1941, le chef de la France libre déclarait mensongèrement « La France, toute la France, se redresse dans la résistance en attendant qu'elle le fasse dans la vengeance organisée. » Et le 8 août 1943, à Casablanca, il prononçait cette mise à mort. Ces hommes de Vichy, il n'y a qu'un seul mot à dire. Nous dirons, le pays un jour reconnaîtra qu'il est vengé.
Venger. Mais venger de quoi? De qui? De ceux qui avaient servi la France autrement mieux que le déserteur de Londres? En veillant à l'approvisionnement et à maintenir ce qui pouvait être préservé de l'indépendance de la France? Ainsi, la libération-épuration ne fut que la vengeance de De Gaulle envers ceux qui le méprisaient du fait de sa reddition sans combattre en 1916 et de sa fuite à Londres en 1940, avant même la fin de la guerre, ce qui en faisait automatiquement un déserteur en temps de guerre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Albert Lebin, président de la République, le condamna à mort pour désertion. En temps de guerre, j'insiste bien là-dessus. Le 10 juillet 1940, Albert Lebrun, président de la République, après avoir signé la condamnation à mort de De Gaulle, et je viens de faire allusion, contresignait le vote du Parlement qui avait donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est une chose évidemment que dans l'histoire officielle on l'escamote. Maréchal Pétain a été tout ce qu'il y a de plus officiellement et légalement intronisé par le Parlement. Usant de l'inversion accusatoire pour se décharger de sa félonie, De Gaulle osera écrire dans ses mémoires: « Passer l'éponge sur tant de crimes et d'abus, il fallait que la justice passe. C'eût été laisser un monstrueux assez infecter pour toujours le pays. » Or, si infection il y avait, n'était-ce pas uniquement par sa faute? Pour assouvir sa vengeance envers ceux qui le méprisaient, De Gaulle s'appuya donc sur les démocrates chrétiens et les communistes, et c'est pourquoi l'abbé de Nantes écrivait dans sa lettre à ses amis, numéro 112 en 1962, « La Révolution n'aurait pas triomphé en 1944 si au mépris de tout droit, de toute justice, de toute vérité, des chrétiens n'avaient pas pris le parti des ennemis de Dieu contre leurs frères. » Le 6 août 1946, le démocrate chrétien Pierre-Henri Teitgen, garde des Sceaux, se vantait devant les communistes qui lui reprochaient sa mollesse. Je cite: « Les cours de justice ont rendu à ce jour 44 737 arrêts de condamnation et les chambres civiques 57 852. Vous pensez sans doute que par rapport à Robespierre, Danton et d'autres, le garde de Sceaux qui est devant vous est un enfant. Eh bien, ce sont eux qui sont des enfants si l'on en juge par les chiffres, car de 1789 à 1789, seulement 17 000 condamnations ont été prononcées dans toute la France. Quant à François Mauriac, grand catholique, membre du Front National, celui de 1944, qui était communiste, il se réjouissait que dans l'épuration, l'esprit de 1993 revive enfin, et esprit journal du catholique Emmanuel Mounier réclamait que le quart des Français soit jugé. Telle était l'ambiance de cette époque-là.
Et on vit toujours, je répète, sur le mensonge constamment répété à ce sujet. On connaît aussi l'ignoble réponse du général Leclerc. Leclerc de Haute-Cloque, s'il vous plaît. Au général Giraud qui s'indignait de voir les gaullistes assimiler les partisans du maréchal à des traîtres. Cela équivaut à la guillotine sur toutes les places du village, disait Giraud. Parfaitement, mon général, pas d'hésitation, avait répondu Leclerc de Haute-Cloque. Dès l'automne 1941, dans Libération, le journal, les communistes dressaient la liste noire des traîtres pour que leurs francs-tireurs et partisans se chargent de les liquider. Sur les ordres qui ne partaient pas de Moscou, mais de Londres, de Gaulle au micro de la BBC, ces appels au meurtre de Radio-Londres allaient entraîner des milliers d'assassinats, dont celui ignoble de Voiron, où toute une famille fut abattue de la grand-mère de 83 ans à un bébé de quelques mois. Tel est un des aspects de l'épopée gaulliste. Le 25 janvier 1943, le journal Résistance enjoignait que, lors de la libération, je cite, « les formes de la justice devront être réduites à leur minimum, la confirmation de l'identité de l'individu. La sentence de mort est la seule forme de justice possible pour ceux qui sont devenus les agents ou les sergents recruteurs de l'ennemi. Donc, pas de jugement. Les faits dénoncés étant proclamés véridiques, et Paul Rivet, directeur du Musée de l'Homme, qui pour rappel était un repère de francs-maçons, écrivait « Lorsque le gouvernement arrivera, il se trouvera face à un fait accompli, Déat, Doriot, Laval et même le maréchal Pétain auront été liquidés, car il ne s'agira plus d'une révolution, mais d'une liquidation. » La haine est un devoir envers la nation, renchérissait les communistes. Robert Aron, dans son Histoire de l'épuration, publié chez Fayard en 1967, notait « L'insurrection n'est pour aucun combattant de la résistance, qu'il soit partisan du gaullisme ou adepte du stalinisme, un accident de l'histoire ou une fatalité regrettable. » Elle est nécessaire, elle est fondée en doctrine. Ainsi, sous prétexte de libération, ce fut la réoccupation de la France par les lobbies que Vichy avait écartés. Après son arrivée à Alger en 1943, De Gaulle crée, avec le naïf Giraud, le Comité français de la libération nationale, chargé d'épurer les administrations, de neutraliser les traîtres. Les communistes en prirent la direction, mais il s'y trouvait aussi des religieux, tels le cistercien dont sortait que cette proximité ne dérangeait pas plus que les crimes planifiés et exécutés. 18 commissaires de la République furent créés et le comité d'Alger amnistia les anarchistes et les communistes.
tous les actes commis depuis le 16 juin 1940 pour la libération étaient légitimés, même si contraires à la Constitution. L'ordonnance du 18 août 1943 institua une commission d'épuration présidée par le démocrate chrétien François de Menthon pour traduire en justice, dès que les circonstances le permettront, le maréchal Pétain, ses ministres et ceux qui avaient capitulé ou collaboré avec l'ennemi. Le 15 octobre, le comité central des mouvements de résistance publiait les consignes pour l'insurrection de 1944. Il s'agit de garantir en quelques heures la répression révolutionnaire conforme aux aspirations de représailles des militants de la résistance. Les éléments hostiles doivent être arrêtés ou abattus en cas de résistance. Il s'agit des fonctionnaires d'autorité vichysois, des collaborateurs notoires et des membres des organisations fascistes. Le plan d'insurrection doit comporter une liste de ces individus avec adresse personnelle, bureau et propriété à la campagne, etc. Dès janvier 1944, les communistes réclamaient une épuration réelle et rapide au moyen des comités de vigilance pour s'assurer des traîtres. Cette chasse aux collabos, avec un K s'il vous plaît, pour faire plus sérieux, dès l'automne 1941, par l'organisation spéciale communiste, s'intensifia en 1943 et culminait lors du débarquement allié avec la ruée des résistants de la dernière heure. Rédigé par les communistes, le texte juridique légitimait leur action et fut accepté tel quel par le catholique, j'insiste bien, François de Menthon. Tel fut le mensonge de la dite libération, auquel tant de Français croient encore. Ce fut la revanche de Dreyfus, comme l'avait dit Charles Maurras, on n'en est toujours pas sorti. Tel, vous l'aurez compris, l'objet de cette conférence, pour établir la vérité historique de ce qui s'est réellement passé au-delà de l'histoire racontée par les vainqueurs. J'arrêterai là, pas la peine d'être plus long, l'essentiel est dit, pour dénoncer ce mensonge sur lequel les Français vivent toujours, qui allait permettre à De Gaulle d'effacer sa félonie, sa désertion, et pour qu'il ne soit pas jugé, condamné et exécuté, puisque c'était la sentence prononcée par le maréchal, le président Lebrun, il fallait que les autres soient coupables. Merci de votre attention. Vous voyez, je crois que l'essentiel, je vous l'ai transmis. On n'en sort pas. Si on ne rétablit pas la vérité historique, on continuera, ou les Français continueront à vivre sur une histoire mensongère et en tireront des conclusions et des leçons erronées. On ne peut pas bâtir sur les mensonges. Et c'est pour ça que, à toutes les époques de l'histoire, il y a eu des mensonges. À toutes les époques de l'histoire, il y a eu des hommes qui ont dénoncé ce mensonge pour établir la vérité historique. Donc voilà.
Je n'ai pas voulu. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais ça aurait été appesantir un peu plus ce sujet. L'essentiel, je le répète, me semble avoir été dit. Voilà. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir et un devoir d'y répondre. Pas une question, mais une remarque. Roger Olindre avait parlé de Gaulle, l'homme qui fit que les Français s'entretuent. Tout à fait. Tout à fait. C'est d'autant plus intéressant cette remarque de Roger Olindre, c'est qu'il avait été lui-même résistant. Oui, oui, tout à fait. Non, mais Roger Olindre, que j'ai un petit peu connu, c'était vraiment un homme d'une honnêteté intellectuelle remarquable. Sans compter qu'il avait été un valeureux combattant en Indochine. Tout à fait. Avec des hommes comme ça, on n'en fait plus. Il a été un reporter de très haut niveau. Tout à fait, en plus de ça. Tout à fait. Il avait une plume agréable. Non, mais c'est toujours intéressant de voir comment des gens qui ont été dans le camp adverse finissent par comprendre et en tirent les conclusions de ce qu'il a fait, très honnêtement. Alors que tant d'autres, bon, c'est comme ça. Autre question? Ouais, est-ce que vous ne considérez pas aussi que c'était une trahison de plus quand, avec Jean Monnet, il s'était forcé de saboter le débarquement en Corse? Jean Monnet, encore un cas celui-là. Et donc on oppose souvent aujourd'hui De Gaulle et Jean Monnet, alors que là ils ont collaboré. Tout à fait. Bon, disons que c'était des querelles de personnes, mais sur le fond c'était deux complices. De toute façon, non, mais cette période de l'histoire de France, vraiment, j'y reviendrai certainement encore d'une autre façon, mais j'y reviendrai parce qu'il faut marteler sur ce sujet. C'est un mensonge sur lequel les Français vivent encore et toujours, continuer à aduler De Gaulle, qui est un infâme salopard. Oui. Un lâche. Toute sa vie, il a passé son temps à fuir, à refuser le danger, alors qu'un militaire, en principe, il est là pour assumer. Que voulez-vous? Cet homme qui est déjà en 1916... Non, c'est très intéressant, quand je me suis plongé, il y a déjà longtemps, dans le cas de Gaulle. Avant que l'on commence à parler de lui, en 1916, il faut rappeler qu'en fait, il avait réussi jusqu'alors à rester à l'abri dans l'état-major. Et que ce ne fut que du fait de l'hécatombe d'officiers lors de la guerre que, finalement, il dut aller sur le front pour remplacer ceux qui étaient morts. Le problème, c'est pas plutôt arrivé au front, il lève le drapeau blanc. Et c'est sur la mémoire de ce héros que les Français vivent encore aujourd'hui. Il y a de quoi hurler. Voilà ce que j'ai voulu faire passer. Oui, monsieur? Oui, moi j'aimerais bien avoir des éclaircissements. Attendez, je comprends pas très bien. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur la question de la guerre d'Algérie. C'est pas le sujet du jour. Mais sur la guerre d'Algérie, mais à quel propos? Eh bien, au départ, quand il prend le pouvoir en 58, je vous ai compris. Il y a des choses un peu troubles. Et puis il nomme comme Premier ministre Michel Debré, qui est le petit-fils du grand rabbin Debré. Et visiblement après, il le trahit, parce que Debré pense travailler pour l'Algérie française. Et De Gaulle finalement choisit l'indépendance de l'Algérie. Et à ce moment-là, Debré démissionne. Et là,
c'est assez compliqué avec le jeu des Américains. Savoir qui veut quoi. J'aurais aimé avoir votre point de vue. Vous vous rappelez de sa fameuse phrase « Je vous ai compris ». Cet homme est un menteur. Cet homme est un lâche, un menteur, un déserteur. Et, bon, quand on connaît le personnage et que l'on voit comment encore aujourd'hui des Français le prennent pour un héros, je dirais on a les héros que l'on mérite. Et c'est pour ça qu'il faut tout de même périodiquement remettre l'histoire à l'endroit. Il y avait peut-être de la part de Gaulle une attente des Américains en abandonnant l'Algérie française. Ah, mais je pense qu'il y a eu un donnant-donnant. Voilà. Je pense qu'il y a eu un donnant-donnant. Donc, de toute façon, c'est un traître, encore une fois. Et De Gaulle a été trahi par les Américains. Le traître trahi, ça fait assez amusant. Non, mais... Pardon ? Je ne sais pas qui a trahi l'autre. Les Américains voulaient que la France n'ait plus abandonne l'Algérie, ça c'était clair. Et plus de colonies. Ils voulaient prendre la place. Les Américains estimaient que le seul pays qui avait le droit d'être un empire, c'était eux. Oui, bien sûr. C'est encore vrai aujourd'hui. Bien. C'est encore vrai aujourd'hui, mais moins à la date d'aujourd'hui qu'il y a quelques mois, quoi. Mais bon, c'est... je crois que les deux périodes ne sont pas comparables. Non. Elles ne sont pas du tout comparables. Et donc, aussi bien en Indochine, on a vu en Indochine comment les Américains nous ont tiré, nous ont poignardés, notamment avec Dien Bien Phu, ils devaient nous aider au niveau de l'aviation. Tout à fait. Ils ne nous ont pas du tout aidés. Dien Bien Phu n'était pas une idée stupide en soi, hein, pas complètement stupide. Hein. Quand on regarde, c'est quand même un territoire assez important. Et nous, on n'avait pas les avions pour assurer les bombardements. Les Américains les avaient. On n'avait pas les avions pour assurer la défense autour. Et on a été trahi 2 fois par les communistes en français qui renseignaient les troupes de Ho Chi Minh. Et les Américains qui nous ont pas aidés. Et en Algérie, il y avait la même chose. Les Américains voulaient récupérer les territoires, non pas directement, mais il y avait quand même du pétrole qu'on avait trouvé. Or, ce pétrole qu'on a trouvé, on l'a laissé aux Anglais et aux Américains. On aurait pu le... Non, mais ça, il est certain que De Gaulle, en fait, déjà, pour arriver au pouvoir, De Gaulle s'est livré aux Américains, aux Anglo-Américains. C'était un pacte. Donc, non, mais De Gaulle, pour quelques aspects qu'on l'examine, a été un personnage pervers pour les intérêts français à toutes les époques qu'il a couvertes. Alors, toutes. Pour en revenir à l'Algérie, je me demande bien si les Américains n'avaient pas proposé la direction de l'OTAN ou quelque chose comme ça. La quoi? La direction de l'OTAN. Je ne sais pas. Et difficile à dire. Les Américains l'auraient trahi. Ouais, non. Et donc, il les a chassés de France. Oui, non, mais ça... Alors, ça, c'est un aspect intéressant à soulever et à essayer d'expliquer de la personnalité de De Gaulle. C'est un vindicatif. Et comme il avait été humilié quand même par les Anglo-Américains, il a essayé de se venger d'eux quand il a pu, comme il l'a pu. Mais ça ne va pas au-delà de ça. C'est simplement de la vanité de sa part. C'était pas simplement par patriotisme, etc. Si ça avait été par patriotisme, il n'aurait pas agi comme il l'a fait. Non, mais ça, il faut revenir là-dessus. Il faut qu'on arrête cette glorification de Gaulle constante. Un peuple qui vit sur des mensonges historiques ne peut pas se relever. Pourquoi croyez-vous que la France d'aujourd'hui est dans l'état dans lequel elle est?
parce qu'elle vit sur des mensonges. Oui, si on parle de ces passés-là, c'est pour éclairer le présent. Ah oui. Et si on, Mais et à évidemment. propos de l'Indochine, ni Ho Chi Minh, ni même surtout le général Giap, ils n'étaient pas contre la France. Tout C'est à De fait. Gaulle qui les a hérissés contre la France Tout à fait. parce que il a traité de manière criminelle donc l'amiral de Coux. Oui. Tout à Et fait. Il a voilà, envoyé et ça, c'est- l'amiral c'est- Thierry Ouais. d'Argentlieu. Oui. Et d'Argentlieu, Thierry c'était un d'Argentlieu. fou. Alors là, c'était. À l'époque, quelqu'un qui a on récupéré disait les tiens lieu choses. d'argenterie. Voilà. Et donc ça, du coup, c'est la raison pour laquelle les Vietnamiens ont dit Tout à fait. on peut pas. Tout à fait. Mais c'est s'entendre ça, avec c'est les ça gens le comme ça, drame de la ouais, décolonisation. C'est que bon, je pense que tenir la colonisation telle qu'elle était à l'époque, ce n'était pas possible. Mais la décolonisation aurait pu se faire d'une autre façon. Pour l'intérêt commun des deux. D'ailleurs, c'est ce que je continue à plaider aujourd'hui face aux problèmes que l'on a avec les Algériens, notamment. On peut s'entendre sur un plan commun parce que nous avons un ennemi commun. Alors, il y en a qui le comprennent, et qui d'ailleurs me suivent, me remercient, etc. C'est d'ailleurs curieux d'avoir des lettres d'Algériens qui sont bien plus véridiques, bien plus engagés que les lettres de certains Français. Et il y en a qui comprennent. Et il faut qu'on arrive à recréer les liens en partant justement du fait qu'on a un ennemi commun dont ils sont victimes comme nous. Pas besoin de chercher midi à 14h, vous savez très bien quel est l'ennemi commun. C'est l'entité sioniste. On n'en sort pas. Tout est là. Et simplement, il faut oser. Le problème aujourd'hui, c'est qui ose encore. Qui ose encore. Autre question? De Gaulle a pourtant enlevé l'Amgot. Il a enlevé l'Amgot. Il a bloqué l'Amgot. Le projet américain. Oui, le Attendez, projet attendez, de il a Monet, donné Il a bloqué. L'Amgot. Le projet américain. c'était un projet américain de Oui, oui, oui. Oui, d'apporter oui, une oui. monnaie Oui. à eux. de support sur la France. Des Oui, mais là, je vous dis, dans son rapport avec les anglo-saxons, à un moment donné, il est humilié par eux parce qu'il a été sous leurs ordres. Donc, il a essayé de se venger. Je sais pas. Oui, Je sais pas en comment fait, expliquer autrement. Les Américains ne l'aimaient pas, le méprisaient. Hein. Il le Ils méprise, n'ont pas bien voulu entendu. lui à Yalta, Tout notamment. à fait, tout Et à ça, fait. il était furax. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quand il est arrivé à Londres, il s'est heurté au Kennedy, qui était parce que le père Kennedy venait enfin, il était plus ambassadeur des États-Unis à Londres, mais enfin, il était toujours actif. Et je crois que ça s'est très mal passé entre le réseau de Kennedy et lui. Oui, Ouais. tout à fait. Non, mais le problème de Gaulle, c'est un être complexe, vindicatif, et tant qu'on ne comprend pas cet aspect-là, on ne peut pas comprendre son parcours. C'est l'histoire d'un médiocre, sur le plan militaire, parce que lâche, qui aura tout fait pour recréer un personnage en se vengeant de ceux qui avaient compris qui il était. Voilà. Un résumé. Mais l'ennui, c'est que les Français continuent à le prendre pour un héros alors qu'il ne fut qu'un lâche, un déserteur. Et on le voit bien vis-à-vis de l'Algérie, quand il y a eu le massacre d'Oran. Alors il y a eu le massacre, il y a eu la rue d'Isly. Donc ça, il était au courant, la rue d'Isly. Quand il y a eu le massacre d'Oran, où le colonel Katz
D'une origine bien connue. Oui, a obligé ses soldats à rester armes aux pieds, exactement, alors qu'on égorgeait de l'autre côté des grilles des gens. Eh bien, il y a eu des femmes et des filles qui ont été enlevées, qui sont allées certaines ont été tuées tout de suite, d'autres se sont retrouvées dans des bordels. De Gaulle les a jamais réclamées. Tout à fait. Et ensuite, quand on parle des accords d'Évian, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de ces accords d'Évian, parce que De Gaulle dit qu'il les a signés, le FLN lui affirme qu'eux ne l'ont jamais signé, ne les ont jamais signés. Donc je ne sais pas où est la réalité, la vérité. Vous êtes sûr de ça? Moi j'ai eu des paroles du FLN le disant, nous les accords d'Évian, on ne les a jamais signés. Je ne savais pas. Donc, alors, c'est un membre haut placé du FLN qui s'est vanté, qui a raconté n'importe quoi, mais j'avoue que dans le cas présent, je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait dit ça sans raison. Parce qu'ils ont dit, nous, on n'est pas tenus. Intéressant. Révélateur. Donc, voilà, c'est... Tiens. Mais maintenant, pour en venir à l'Algérie, effectivement, si on devait donner au peuple algérien une autonomie, je veux dire, il y avait d'autres choix que le Parti communiste. Bien entendu. Il y avait des gens qui étaient députés, il y avait des gens qui étaient de très haut niveau, il y avait beaucoup de professions libérales, beaucoup de gens extrêmement compétents qui étaient musulmans, qui étaient algériens musulmans, qui auraient pu prendre avec beaucoup d'efficacité le pouvoir d'Algérie, mais on a désarmé, en plus on a désarmé les Kabyles, et on a réarmé le FLN qui lui était dans les choux, quoi. Non, mais De Gaulle est un criminel, il n'y a pas d'autre terme, c'est un criminel. Et il est passé de sa lâcheté en 1916 à sa trahison, conclusion logique. Et on ne connaît pas aussi la non-réaction des Français avec le putsch d'Alger, avec les 4 généraux, qui n'ont pas été soutenus. Que voulez-vous? Alors, le putsch d'Alger, bon, le problème, c'est qu'il était dirigé par des gaullistes. Ils ne pouvaient pas en tirer les leçons et faire ce qu'ils devaient faire parce qu'ils étaient issus du gaullisme. Oui, mais en France, dans la capitale, il n'y a pas eu de réaction, rien du tout. Ah non, bien sûr. Les Français, en général, les peuples sont passifs. Vous savez, il y a toujours une petite minorité qui réagit. Et les autres suivent. Non, mais je vous dis, quand on regarde la situation de la France aujourd'hui, tout ça est l'aboutissement de tout ce qui s'est passé justement à cette époque-là. Et comme je dis régulièrement, un peuple mérite ce qui lui arrive. Parce qu'il a fait les mauvais choix, parce qu'il n'a pas eu le courage de réagir, parce qu'il n'a pas choisi les bons hommes. Pourquoi croyez-vous que l'amiral Darlan a été descendu? C'était une succession possible, ça. Et d'ailleurs, le cas de Darlan est intéressant parce que c'est tout de même, il faut savoir d'où il venait. C'était un bon républicain, issu de familles républicaines, etc., etc. Et c'est la guerre qui lui a ouvert les yeux. Et là, je pense que si Darlan avait pu prendre la place du maréchal Pétain, ce que le maréchal Pétain a laissé faire, parce que il était vieux, je sais pas, il n'avait surtout pas la mentalité révolutionnaire, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a laissé faire des choses qu'il n'aurait jamais dû laisser faire. Quand on est, et ça il n'a pas perçu, c'était un homme du siècle passé, quand on est dans une guerre révolutionnaire, il faut liquider l'ennemi physiquement. Oui. Donc, on n'en sort pas. Et Mitterrand, ancien cagoulard
et médaillé de la Francisque, donc il avait réclamé, a changé d'avis vis-à-vis de Vichy quand il a vu que les gens de Vichy, au lieu d'exécuter leur formation, etc. Et il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Mais il l'a dit, mais c'est évident. Il l'a dit. Oui. Et c'est là Mitterrand était un arriviste, il a compris que Vichy se laisserait avoir, se laisserait flinguer les uns après les autres, sans réagir. Oui. Et alors que la solution était simple, il fallait assassiner De Gaulle. Ça s'est vu avec Vichy, la milice n'était pas armée au départ. Mais bien sûr, et il y a ce n'est que tardivement. Des miliciens assassinés. Merci de le rappeler, vous avez tout à fait raison. Mais vous vous rendez compte, ça, cette milice qui était en fait là, une structure de défense, qui était même pas armée. Devant cette naïveté, j'avoue que on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et voilà ce que les Français, tout ça, les Français ne le connaissent pas. Si, alors, il y a eu la duplicité, l'aspect criminel de la création de Gaulle, ça l'ai acheté au départ en 1916, etc. Mais surtout, il y a eu la bêtise des gens de Vichy, oui, qui se sont laissés faire. J'ai déjà raconté un épisode familial. Oui. Qui me suivait depuis à chaque fois. Je vais la répéter pour ceux qui viennent me voir la première fois, qui montre bien à quel point vraiment les gens de Vichy se sont laissés faire, ils sont allés à l'abattoir ou se sont laissés mener à l'abattoir sans réagir. Ça concerne donc ma famille, ça concerne mon grand-père paternel. C'était en Bourgogne, propriété familiale qu'il avait à l'époque là-bas. Et il y avait déjà eu dans la région beaucoup d'assassinats. Ça passait de responsables politiques à une petite secrétaire de bureau, employée, femme de ménage, etc., qui travaillaient dans des organismes officiels qui étaient liquidés. Comme ça. Donc, mon grand-père savait très bien que pourrait avoir quelques petits problèmes. Et un jour, il voit débarquer, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais enfin, il y en a d'autres qui ne connaissent pas, et c'est une histoire qu'il faut connaître, parce que c'est plein de leçons. Il voit débarquer deux individus armés qui franchissent le mur et viennent sonner à la porte de la maison. Comprenant ce qu'il attendait, il ne voit pas bien entendu, et les deux individus font le tour de la maison, avisent une fenêtre qui était entrouverte, et l'un d'entre eux commence à grimper pour passer la fenêtre. Et au moment où l'individu passe le seuil de la fenêtre, mon grand-père est le liquide. Combien de Français à la même époque, dans les mêmes circonstances, se sont fait liquider sans réagir. Et je me rappelle, mon grand-père nous avait raconté que justement, près de lui, il y avait des gens de sa génération, des anciens de la guerre de 14 comme lui, qui s'étaient fait liquider sans réagir. Oui, parce qu'ils ne pensaient pas. Parce qu'ils ne pensaient pas, exactement, parce qu'ils ne pensaient pas que les autres ne voulaient qu'une seule chose, c'est leur mort. Oui, simplement. On a eu la même chose à la Révolution française. Et là, au risque de choquer les âmes sensibles, je suis très fier de ce que mon grand-père a fait. Il a compris que c'était eux ou lui. Mais c'est ce qui s'est passé à la Révolution française. Quand on allait cueillir tranquillement un citoyen chez lui le matin, il disait « bah non, je suis pas habillé. Oh bah écoutez, vous nous rejoignez au tribunal l'après-midi. » Cet abruti rejoignait le tribunal l'après-midi en pensant qu'il n'avait rien à se reprocher, et le soir, il était guillotiné. Beaucoup ont vécu ça.
Non, mais tout à fait. C'est la naïveté des gens de bien, comme on dit. Oui, ben on le trouve aujourd'hui en disant « Oh, moi, de toute façon, on peut écouter mes conversations téléphoniques, on peut regarder mon truc, j'ai rien à me reprocher. » Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans un système totalitaire comme ça, ah mais attendez, je vois que le 2 janvier de telle année, vous avez dîné dans tel restaurant, et il y avait un tel. Et puis là, il y a 1 an, vous avez dîné dans le même restaurant avec un tel. Mais alors, vous le connaissez. Oui. Ça suffit. Bien sûr, c'est une coïncidence, complètement, il n'y a rien à voir. Mais pour des gens qui veulent se débarrasser de tout opposant, ça suffit amplement. Et vous avez rien à vous reprocher. Votre téléphone, il vous a tracé, et c'est tout. Vous êtes complètement... Mais les autres, ils s'en moquent aussi, innocents. Il y a une suspicion de culpabilité. Le parallélisme entre ce qui s'est passé sous la Révolution française et ce qui s'est passé avec l'épuration gaulliste, c'est du copier-coller. Oui. C'est du copier-coller. Et les Français continuent à vivre sous le double mensonge. C'est incroyable. Oui. C'est pour ça que je répète volontiers, soyez armés. Soyez armés. Et c'est bien pour ça que le gouvernement fait tout pour qu'on ne le soit pas. Ben exactement. À commencer par Jacques Chirac. Tout à fait, cher Jacques Chirac, c'est évident. Et que des imbéciles sont allés rendre à la gendarmerie la plus proche leurs armes. Oui. Comme on dit vulgairement, plus con que ça, tu meurs. En novembre-décembre. Y compris des armes de collection qui valent une fortune. Oui, exactement. Non, mais franchement, non, c'est pour ça que je dis, les gens n'ont que ce qu'ils méritent. C'est triste à dire. Et c'est pour ça, que des conférences comme celle-là, je l'ai faites intentionnellement, relativement courtes, de façon à vraiment dire les aspects essentiels, tant que l'on ne comprendra pas quelle est la perversité de l'ennemi et que l'on ne comprendra pas que c'est lui ou nous et que l'on doit agir en conséquence, donc le liquider avant qu'il nous liquide, tout à l'heure, on n'en sort pas. Et la naïveté des gens de droite, c'est quelque chose d'épouvantable. Épouvantable. D'où l'expression comme ça, tu meurs. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que les leçons de l'histoire ne servent même pas. Ceux de 44, 45 qui se sont fait massacrer, avaient-ils tenu compte des leçons de la Révolution dite française ? Elles ne servent pas parce qu'elles ne sont pas enseignées. Voilà. Dans la vie, oui, c'est vrai. Enfin, quand même. Pas enseignées, mal enseignées. Non, c'est vrai, vous avez raison. D'une part, et de l'autre, on dit aussi, on n'est plus dans la même époque. Hein? On n'est pas dans la même époque. Oui. On essaye de nous faire croire que l'homme est venu gentil, etc. C'est ça. Non, mais les gens disent c'est la société qui le pervertit. La ruse du Jean-Jacques Rousseau. c'est-à-dire je n'existe Jean-Jacques pas. Rousseau, à celui-là. Oui. Entre lui et Voltaire, on est bien parti. Ça, c'est un siècle. Au niveau littérature, je ne le supporte pas. Non, mais c'est Diderot, les encyclopédistes. Les encyclopédistes. Par rapport à la libération, c'est vrai qu'il y a toute une histoire à écrire. Parce qu'on connaît Par rapport à la libération, quoi ? Par rapport à la libération, il y a toute une histoire à écrire parce qu'on connaît le point de vue des vainqueurs, mais on ne connaît pas le point de vue du camp opposé. Oui, de la réalité. Il est certain que si les gens de Vichy avaient su réagir, il n'y aurait pas eu de libération dans le sens que l'on connaît. Ils auraient tué la révolution dans l'œuf. Mais simplement, c'est ça qui est de terrible. On se dit, mais franchement, on dirait que les braves gens,
Et ils ne comprennent pas. C'est ne Marie-Antoinette. comprennent pas, sont des victimes toutes désignées par bêtise, par leur méconnaissance, leur incompréhension de l'ennemi. C'est Marie-Antoinette dans son courrier, Ben, sa mère. alors bravo. D'ailleurs, je sais, si je passe mon temps à citer la lettre de Marie-Antoinette, je la trouvez dans mes livres. Hein. Et à sa sœur. On se dit, mais la malheureuse, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette lettre de Marie-Antoinette. C'est dans quel livre À propos des francs-maçons, Oui, elle dit ils ne peuvent pas être méchants puisqu'ils aiment rire et bien manger. Oui. Oui. Ils aiment chanter. Oui, non, mais Ils aiment chanter. oui, elle disait, mais des gens qui passent leur temps à boire, à chanter, etc., à bien manger, etc., ne peuvent pas être des révolutionnaires. Oui, mais derrière, il y avait les autres. Et elle dit, Il y avait les autres. il n'y a rien à Et en dire, fait, tout le monde ennuie. les révolutions ont toujours deux aspects, deux phases. La première phase, celle des naïfs qui ouvrent la porte. Puis derrière, il y a la deuxième phase, ceux qui profitent de la porte qui a été ouverte, qui rentrent et qui massacrent les premiers, avec les autres, bien entendu. C'est fabuleux parce que quand on étudie un tant soit peu l'histoire, c'est répétitif. Et à chaque fois, à chaque époque, les gens se font avoir. Oui, mais déjà, on n'a pas les médias. Et puis, ça demande ce que s'appelle un devoir de mémoire, pour reprendre leurs termes. Et Oui, mais enfin, il y a je tout de prends même... par exemple les événements du 6 février 1934. Oui, ils ne sont jamais commémorés. Il devrait y avoir un rassemblement, alors peut-être pas place de la Concorde, mais il devrait y avoir un rassemblement pour commémorer tous les ans le 6 février 34. Et voilà, au moins ça, et tous ces événements devraient avoir un événement sur la place publique, puisqu'on a le droit encore de faire de manifestations. Mais le problème, je pense que... Vous savez ce qui s'est passé le 6 février. Ouais. Et il y avait une multitude qui était descendue, c'était suite à tous les scandales financiers de la Troisième République, Compris Stavisky. Dreyfus et compagnie. Compris Stavisky. Tout à fait. Et puis ces braves gens sont descendus dans la rue, bien entendu, et la République a tiré dessus. Et celui qui aurait pu galvaniser les troupes et être là pour diriger, le général... Le colonel de la Roque. Oui, le colonel de la Roque était aux abonnés absents. Alors, il n'était pas là. Alors, c'est pas si évident que ça, parce que j'ai une autre version. Il n'était pas là, effectivement, mais il était dans un défilé qui était plutôt du côté des Lions de Belfort, la place d'Enfer Rochereau. Donc, il y avait une manifestation, parce qu'il y avait d'autres manifestations qui étaient un peu... voilà. D'après, je ne sais pas si c'est une excuse, si c'est une réalité, ce que l'on peut dire. Mais ceux qui se sont fait descendre, c'est ceux qui étaient à la Concorde et qui ont voulu franchir le pont direction la Chambre des députés. Tout à fait. Voilà. Et qui n'étaient pas du tout armés. Vous connaissez les mots de Maurras, la République gouverne mal, mais se défend bien. Oui, tout à fait. Et eux savent tirer. Ah ben, ils quand n'hésitent il faut. pas. Ils n'ont pas fait d'État. Et moi, quand j'étais gilet jaune, quand on était sur les Champs-Élysées, il y avait des flics en armes sur les toits. Oui. Mais pour en revenir à mon grand-père, est-ce que vous croyez que mon grand-père aurait dû, quand il a vu les deux hommes, en tout cas l'un d'entre eux, franchir, lui dire, écoute, arrête, sinon je tire, on va discuter. Il a tiré. Il a réglé le problème. Mais de toute façon, si on fait de la bagarre de rue, ça se passe jamais comme ça. Parce que si on commence à dire... moi, j'en ai vu des bagarres de rue. Faut tirer le premier. Hein. Toujours. Faut pas... Toujours. C'est le titre d'un livre. Du Mossad, hein. On peut dire, on tire d'abord, on discute après.
Poutine est assez d'accord avec ça. Hein? Poutine est d'accord avec ça. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'il nous plaît. C'est pour ça qu'il nous De toute plaît. façon, tous les gens qui sont un peu, qui ont un petit peu de connaissances et qui sont honnêtes, ben, ils ne peuvent être que d'accord avec ça, quoi. C'est, Oui, mais c'est vraiment cette méconnaissance de l'ennemi, ça c'est la plus grande force de l'ennemi. oui. Pour les croyants, la plus grande force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est le cas de le dire. Et on en a de multiples exemples dans l'histoire. Autre question? Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous n'en avez pas. On veut Il y pas a faire pas. une conférence à l'intérieur de la conférence. Là, là. Si, Ah, Non, mais vraiment, cet aveuglement des peuples, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et on dirait que... Mais c'est comme dans la vie courante. S'il y a des escroqueries, on dirait que c'est parce qu'il y a un escroc. On peut renverser la chose aussi. On peut dire que s'il y a un escroc, c'est parce qu'il y a des gens qui sont disposés à être escroqués. Par naïveté, par... ils croient au Père Noël. Je m'excuse pour le Père Noël. il y avait, alors Jean-Marie Le Pen aimait souvent citer un proverbe arabe. Alors, je ne sais pas si le proverbe est arabe ou pas. Venant de Jean-Marie Le Pen, c'était un arabe qui s'adresse à son fils qui a été escroqué. Il lui dit, tu fais escroquer mon fils, c'est parce que tu es un homme bien. Puis le fils se fait de nouveau escroquer. Et le père lui dit, mais si tu t'es fait de nouveau escroquer par la même personne, c'est que tu es un imbécile et c'est bien fait pour toi. Exact. Bon, déjà, la première fois, il est préférable de ne pas se laisser escroquer. Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais... Il va être furieux. Déjà qu'il n'a pas aimé mes premiers commentaires. Je voudrais vous mettre en garde envers un personnage. Juvin Brunet. Ah, Ah bon? ouais. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Ah bah Oui, 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 oui. Ah, c'était... le franc libre. Gaulliste. Ouais, puis un escroc aussi, il vendait des produits à la Exactement, fois, exactement. Entre Ouais. autres choses, il a une société en Suisse qui gère l'affaire, si je peux dire, qui joue au grand patriote. Alors, je regrette beaucoup, on me dira, mais il dit des choses très bien. Oui, mais il dit des choses très bien justement pour attirer. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Sinon, vous serez le pigeon suivant. Mais a-t-il vraiment escroqué des gens? Et là, je regrette beaucoup. Je suis obligé de remettre les pieds dans le plat à ce sujet-là. Cet homme n'est pas fiable. Il joue sur la naïveté des gens, en jouant au grand patriote. Mais quand, à côté de ça, je vois qu'il est gaulliste, je me dis qu'il y a tout de même un petit problème, là, pour commencer. Quand on creuse le reste, comme vous l'avez dit, il y a des choses pas très honnêtes derrière, en plus de cela. Donc, je mets dans le pied, bon, je m'attends à sa réaction. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il essaye d'impressionner. À côté, d'ailleurs, je lui ai répondu la première fois qu'il a réagi à une de mes mises en garde. Je lui ai dit, essayez pas de m'impressionner. Ça ne marche pas avec moi. C'est celui qui avait créé une monnaie parallèle. Le franc Oui, libre. oui, Le aussi. franc Oui. libre. Quoi? Une monnaie parallèle. Oui, Tout tout à fait. à fait, oui. Non, Et mais avant c'est Covid, il un vendait curieux. des produits qui étaient des escroqueries.
Et donc on retrouve du reste des vidéos où on le voit faire la réclame pour ses produits. Je ne sais plus de quoi c'est, quel type de produit c'était, hein. Ça j'ai oublié. Mais je vais avoir quelque part la vidéo. Et effectivement, pendant la période Covid, il a profité aussi pour se faire bien voir de la résistance contre la Macronie, hein, et pour vendre des produits aussi. Non. Ces produits, il les vendait avant, quand il avait. Oui, il avait déjà avant. Après, il a fait le franc libre. Voilà. Oui, c'est ce que le comité de salut. Je me suis mal exprimé, mais c'est ce que je voulais dire. Oui, mais c'était pas dans le cadre de la. Non, c'est dans un autre cadre. Il a changé. Il a créé c'était voilà. une société, tout était déclaré, tout ça. Voilà. Après, je ne connais pas du tout. Moi, bien sûr, j'ai vu des interviews, des choses comme ça. Je ne connais pas. Bon, autre question? Non, sinon, Eh bien, ça gigote pas mal aux États-Unis. comment? Ça gigote pas mal aux États-Unis. Ça gigote, oui, ça gigote. Avec Kennedy notamment. Bon, mais le problème de Trump, c'est que, franchement, je suis incapable de le situer, ce bonhomme. C'est un machin immobilier. Il cache son jeu, il n'est pas si bête. C'est un machin immobilier. Ouais, Lui, c'est le business. Une fois, j'aurais dû parier. C'est à propos de la Corée du Nord. Quand il a dit, il a menacé la Corée du Nord, etc. Ils se sont traités tous les deux. J'ai dit, ça, tous les deux, ils jouent un rôle. Ça va finir rapidement par une poignée de main. Ça n'a pas loupé. Très rapidement, ça finit par une poignée de Trump main. n'est pas du tout fiable. Il est sioniste à fond. Déjà une bonne indication. Non, pas forcément tant que ça. Ah, si, quand vous voyez ses Il a déclarations. reçu 100 millions de dollars par Oui. Myriam Adelson. Ouais. Oui. Voilà. C'est toujours ça pris. Adelson. Voilà. Donc plus que 3. Adelson. Non, si, quand même. Et son Bon. gendre est. Oui. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a un autre genre qui est iranien. Donc, Libanais. Il quoi? Il y a un autre genre qui est libanais ou musulman ou je sais pas quoi, non? Je ne sais pas s'il est musulman, mais en tout cas, libanais, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, mais alors, Libanais, oui, mais Libanais plus quoi? Enfin bon, c'est un type qui joue au poker, on ne sait pas du tout ce qu'il a dans ses... Alors, mais moi, je lui ai aucune confiance. De toute façon, si jamais il fait quelque chose, c'est America Great Again. Hein. Oui, c'est pas l'Europe. Et s'il faut piquer de l'argent à la France pour les États-Unis, America Great Again et avec Israël. Oui. Et Europe Last. Alors, oui. il a des déclarations très franchement pro-sionistes. Non, mais ça, ces déclarations, ça fait quand même 8 ans, 10 ans qu'il fait des déclarations, et le lendemain, il est à 180 degrés de sa déclaration. Donc, De toute façon, il n'y a pas d'alternative. De toute façon, quelqu'un qui se contredit comme ça, il ne peut pas être fiable. oui. Donc ça s'arrête là. Il faut regarder les paroles et les actes. Donc, regardez les actes. Regardez que les actes. Hein. Exactement. Les paroles, et je vous ai compris. Voilà. Non, Ça, il n'y a pas de choix. Hein. Vous vous rappelez la chanson de Dalida? Oui, parole. Parole. regardez les actes. Eh oui. Tout est dit. Mais là, il Tout a est dit. nommé Kennedy et puis Musk aussi fait du bon boulot. Oui. Et donc tout n'est pas négatif Ah, pour les Américains, oui. pour les Américains. Non, pour les Américains, oui. L'OMS tire à boulet rouge. Enfin, pour l'instant, il n'a pas quitté l'OTAN. Hein. Enfin, Bon, il a supprimé les livraisons. Enfin, non, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment supprimé les livraisons d'armes à Zelensky. Si. Ouais.
Non, non, non. Pas sûr. Il n'a pas supprimé. Il n'a pas tout supprimé. Il Il a pas a remis supprimé. des trucs, ouais. Il n'a pas été, ça a été annoncé, mais finalement, ça n'a pas été Ça a été annoncé fait. seulement. Ouais. Ça n'a pas encore été fait. L'aide économique, c'était à l'Europe de l'affaire. Oui, voilà. Bon, on arrête là. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Merci bien. Merci beaucoup.